Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, cette tournée nationale entreprise par le chef de l'État qui rend compte de sa gouvernance aux populations dans les communes. C'est à l'occasion d'une tournée entamée ce jour, même dans le département des Collines. Patrice Talon était à Savet. Plus de précisions avec Jérôme Mungbo, Jean Nobimin et Mohamed Bio. Juchée sur les 41 collines du département des Collines, la commune de Savet accueille un invité de marque. Par ici, Patrice Talon a choisi de démarrer sa tournée nationale au contact des populations. Le peuple tchabais remercie son fils pour les actions stratégiques dont il a bénéficié durant ce mandat. C'est avec bonheur que nous avons accueilli les projets ci-après. La construction de l'hôpital de zone Savet-Ouessé. La construction d'une retenue d'eau d'une capacité de 2 millions de mètres cubes avec la possibilité de le raccorder à celui de Glazoué, 6 fois plus grand, et d'une usine de traitement à Gobé. La réhabilitation de la route nationale inter-État numéro 2, axe Dassa-Parakou, d'une longueur de 210 km. La réalisation d'un pont sur le fleuve Ouémé-Okpa, reliant de ce fait le peuple tchabais et Dakar au sud-est de la commune. Le bitumage de la route Savet au Kéowo et de la route Savet-Kétou en cours de réalisation. Mais à côté de leur marque de reconnaissance, ces populations ont aussi porté à la connaissance du chef de l'État quelques doléances, dont une mesure en faveur des présumés auteurs des incidents post-électoraux en 2019. Qu'il plaise à votre haute autorité de leur donner une seconde chance par les soins d'une grâce présidentielle. Le reste nous revient pour éviter toute forme de récidive afin que règne la paix durable. Mes petits frères qui ont mal agi sont pardonnés déjà. Je vous demanderai simplement, puisque nous sommes dans la République, il y a des formes, il y a des formalités, il y a des règles qu'il faut respecter. Moi, j'ai pardonné. Le développement de la commune de Savet tient à cœur au président Patrice Talon pour s'être rendu en début de mandat à la société sucrière de Savet en difficulté. 5 ans plus tard, par l'hymne national, les populations ont positivement apprécié les réformes engagées par le chef de l'État. La liberté de Christ rechante au premier feu de l'aurore. Mais Patrice Talon a tenu à restituer une vérité. On dit que l'argent ne circule plus. C'est vrai. Mais cet argent qui circulait et qui ne circule plus, est-ce que c'est le salaire des uns et des autres? Est-ce que c'est le prix de vente
du maïs, de l'igname, du manioc, du coton des uns et des autres. Chacun continue d'avoir son salaire. Chacun continue d'avoir l'argent de ce qu'il a vendu au marché. Mais quel est cet argent qui circulait et qui ne circule plus? Quel est cet argent que le député, le ministre, le maire, le directeur de société, quel est cet argent qu'il n'a plus et qui fait que quand il vient maintenant, ça va, il ne peut plus distribuer et que cet argent maintenant ne circule plus? C'est de l'argent volé. Il faut oser le dire. Nous sommes tous responsables de ça. Mais si nous faisons mal quelque chose et que nous passons toute notre vie, génération après génération, à faire la même chose, quelques-uns vont s'enrichir, comme des députés. Quelques-uns comme des ministres. Quelques-uns comme des maires vont s'enrichir. Et les autres vont rester toujours des mendiants. Le péché que nous avons commis tous ensemble a construit un pays de mendiants. A construit un pays où les impôts que chacun paye, parce que ici dans cette salle, quand vous achetez un habit, quand vous achetez une chaussure, même le pauvre qui achète à la friperie, quand il achète pour 500 francs CFA d'une chemise à la friperie, il paye des impôts. Cet impôt-là, c'est ça que chacun des élites, des responsables détourne pour jouer les riches. C'est l'argent des Béninois, des plus pauvres, qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas de piste rurale pour évacuer leurs marchandises, qui n'ont pas d'électricité, qui ne peuvent pas aller se soigner dans un hôpital quand ils sont malades. Et ceux-là, pourtant, malgré leur pauvreté, ils payent des impôts. C'est leur argent qui circulait, mais qui ne leur rendait pas service, qui ne leur rendait aucun service. Si nous faisons l'effort, que chacun se contente de ce qu'il gagne, ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans. Mais au bout et très vite, les enfants du Bénin, les uns après les autres, vont se suffire. Un pays peut se développer si chacun fait correctement ce qu'il a à faire, s'il est un bon citoyen et que les impôts que vous payez soient utilisés pour faire les routes, les écoles, les hôpitaux, sans détournement. C'est ce qu'on demande à un chef. On ne demande pas à un chef de faire des miracles. Le miracle, c'est chacun de nous qui le faisons. Ce n'est pas le travail d'une génération, ce n'est pas le travail d'un mandat. Mais si on ne commence pas un jour, on n'y arrivera jamais. Et j'ai décidé de commencer. Savet n'aura pas que des sacrifices à consentir. Des bonnes nouvelles sont annoncées. Quelques rues de Savet dans lesquelles je courais derrière mon cerceau. Ces rues, je vais m'y engager, une bonne part sera asphaltée. Le pont sur l'Opara sera une réalité. Patrice Talon, qui n'a nullement l'intérêt de construire à lui seul le Bénin, invite le peuple tchabais à travers cette sincérité des entretiens à l'union, le changement de mentalité, gage d'un Bénin meilleur. Et on marque un arrêt sur cette tournée du chef de l'État avec notre invité, le directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfrid Léandre Humbweji. Bonsoir. Bonsoir, M. Abdoulaye. Que comprendre justement de cette tournée, que comprendre par cette tournée du président de la République? Et cette tournée répond à la logique chez le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement de ce que la méthode et la rigueur doivent être au cœur de l'action publique. Méthode rigueur parce que depuis 4 ans et demi, vous avez dû l'observer, le chef de l'État s'est attelé avec son équipe à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et n'a pas entendu disperser les énergies. Le chef de l'État
à 6 mois de la fin du mandat, a décidé d'aller au contact de ses compatriotes dans la plupart de nos communes pour apprécier avec eux la mise en œuvre du PAG et les retombées qui en sont issues pour chacune des communes qu'il va visiter. C'est dans ce cadre-là, essentiellement, qu'il faut inscrire la présente tournée qu'il entreprend et qui a donc effectivement débuté aujourd'hui. Il a fait Savet, il a fait Tchaourou déjà, et à l'heure où nous parlons, il doit être en train de finir à Parakou. Alors, à 5 mois, vous l'avez dit, des présidentielles au Bénin, communion avec le peuple pour volonté déguisée de briguer un second mandat. Non, essentiellement aller faire le point de la mise en œuvre du PAG. C'est un exercice de reddition de comptes. J'ai dit que pendant 4 ans et demi, il s'est attelé à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et chacun se souvient que ce programme a été qualifié d'ambitieux, je dirais même taxé par les plus sceptiques, d'ambitieux, voire de trop ambitieux pour le Bénin. Mais le chef de l'État a eu l'occasion de nous dire dans l'un de ses messages à la nation qu'il n'y a pas d'ambition trop grande pour un pays. Et donc notre pays ne doit pas faire l'économie d'ambition qui lui permette de faire son chemin du développement et d'y arriver. Et donc l'objectif principal, encore une fois, pour ne pas dire unique, c'est d'aller constater par lui-même, indépendamment de tous les comptes rendus qu'il a pu avoir, de tous les témoignages que l'on peut noter ici et là, il était utile, déterminant pour le chef de l'État, le chef d'équipe, d'aller effectivement constater et en profiter pour entendre les doléances. Et quand vous suivez l'élément de tout à l'heure, vous avez bien vu que la pertinence de ce déplacement se justifie. Parce que, habilement, les gens ont rappelé les événements de 2019 à l'occasion des élections législatives. Il vous souviendra que c'était au mois de mai, avril-mai. Mais dès juin, le chef de l'État a reçu à Cotonou une délégation des sages et notables et autres de Savet environ pour discuter, prendre des dispositions pour pacifier et tout ça. Mais le faire là, les yeux dans les yeux, à chaud, avec toute la chaleur qui va avec, cela a une portée toute différente. Et ça justifie la pertinence, encore une fois, s'il était besoin de ce déplacement-là sur les terres de Savet. Alors, à Savet, on a entendu le pardon qui a été prononcé. Quelle forme ce pardon va-t-il prendre ? Et le pardon qui a été prononcé, je dirais qu'il a été réitéré. Parce que déjà en juin 2019, quand il a rencontré cette délégation, il avait déjà dit, lui, sa bonne disposition d'esprit à tourner la page. Et je peux vous dire que c'est un homme de parole, c'est un homme de cœur. Quand il a dit, c'est acté. Et le dire là, c'est une façon de réaffirmer pour que cela ne fasse l'homme d'aucun doute. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des pécheurs en notre rôle, qu'il y a des gens qui ont intérêt à entretenir des conflits là où il ne faut pas. C'est une façon pour le chef de l'État de dire, la parole que je vous ai donnée, je vous l'ai effectivement donnée, elle sera tenue. Et il a dit là, parce que nous sommes en République, si c'était à la dimension personnelle, à l'instant où il a dit, c'est passé. Mais il y a des normes, il y a des procédures à faire. Et comme il a annoncé, elles seront certainement faites pour que la paille soit radicalement tournée. Alors, une crainte nourrie par plus d'un. Comment le respect des gestes barrières pourra-t-il être assuré par ces temps de coronavirus avec les foules que ce déplacement pourrait drainer dans les localités concernées? Vous avez raison de vous préoccuper. Et cela ne m'étonne pas du journaliste spécialiste des questions de santé. Tout à fait, oui. Le chef de l'État était tout aussi préoccupé que vous. Au moment où l'on préparait cette descente sur le terrain, où certains auraient aimé le voir vraiment communier, comme vous le dites, avec les populations en admettant des foules. Il a dit, si nous faisons ça, nous n'aurions pas été responsables. Par temps de Covid, exposer nos compatriotes au risque de contracter le virus, cela n'aurait pas du tout été responsable. Et donc, les arbitrages ont été faits pour que les séances se tiennent en salle avec des délégués qui sont identifiés. Ce sont les membres des conseils communaux, ce sont les chefs de village ou de quartier, ce sont les associations de développement, ce sont les sages et notables, autant de composantes qui sont suffisamment représentatives des populations. Et pour avoir accès à la salle, vous avez du gel à l'entrée et vous avez le masque qui vous est offert pour entrer. Néanmoins, le chef de l'État et son équipe sont très conscients de ce que, malgré cela, il est possible que des populations, par curiosité ou par envie de venir témoigner leur admiration, leur soutien à l'homme, se déplacent. Nous avons pris des mesures pour que ces populations, tout en restant chez elles, en restant dans les marchés, en restant au champ, puissent suivre en direct ce qu'il se passe dans les lieux où ça se passe. Et donc,
les radios communautaires dans ces localités ont été mises à contribution pour assurer une retransmission en direct et une traduction dans la langue ou dans les langues nationales majeures parlées dans ces localités-là. Malgré cela, nous avons observé qu'à Save, à Tchaourou, des populations sont quand même sorties en proportion non négligeable pour venir soutenir, apprécier l'action du chef de l'État. Et quoique cela fasse chaud au cœur, cela l'a peiné et vraiment gêné de voir que dans cette ambiance de Covid, ces populations se sont donné la peine de venir jusque-là s'attrouper pour l'apprécier. Et je crois qu'il a donné des recommandations pour que cela soit évité au maximum sur les prochains rendez-vous. Alors, une dernière question. Un mois de tournée dans le Bénin, un mois loin des dossiers, certainement. On imagine que cela éloignerait le président de ses obligations quotidiennes ici au Palais, n'est-ce pas? Dire comme... Cela ne ressemble pas au président Patrice Talon. Le mandat n'est pas fini. Oui. La mise en œuvre du PAG n'est pas finie. Et tout en étant sur le terrain, il tient à ce que cette mise en œuvre puisse se poursuive de façon diligente. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de rupture dans la tenue du Conseil des ministres, dans la tenue du comité interministériel qui prépare le Conseil des ministres. Donc les dossiers seront normalement traités. La République va continuer à avancer. Le chef de l'État fera tout le temps le break pour venir diriger le Conseil des ministres et repartir. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans son souci de la méthode et de la rigueur, la tournée a été étalée sur quelques semaines. Merci à vous, Wilfrid Léandre Ngwedji, directeur de la communication à la présidence de la République. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Merci. Encore quelques mois et rallier Save via Kéro sera plus aisé. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route qui relie les deux localités sont en cours d'exécution, ainsi que 2 autres tronçons qui viendront totalement désenclaver cette zone très riche en potentialité touristique. Et pour les populations des localités, on va traverser le bitume. C'est un rêve de longue date qui devient ainsi réalité. William Aguiar et Ramatoula Wani étaient sur le chantier. Suivez leur reportage. En saison pluvieuse, non, lorsque peut-être un dimanche, un samedi soir, il faut être déjà le dimanche au service. Déjà le samedi soir, on ne commence pas à penser comment, en saison pluvieuse, je dis, hein, comment il faut alors se rendre au service. Parce que toute la voie, tout est inondé. Et avoir même, on tombe dans l'eau et on est toujours mouillé. C'est comme ça le cas. Mais aujourd'hui, je pense que ça va très bien. Et même en saison sèche, encore, on voit encore de bancs de sable où on ne peut pas aller très rapidement. Et c'est les frottements, vous savez très bien. Quand il y a de bancs de sable, on ne peut pas aller aussi rapidement si possible. Alors on doit aller tout doucement. Bon, avec ceci, donc, c'est très bon. Là, si quelqu'un ne le dit pas, c'est que vraiment il ne voit pas, il est aveugle. Les réalisations sont touchées de doigts comme ça.
Et c'est une promesse de très vieille date et qui est souvent remuée dans la bouche de nos aïeux et plus des gouvernants, mais qui aujourd'hui nous constatons que cette réalisation est devenue effective sous la gouvernance du président de la République et Patrice Athanase Guillaume. Et il faut vous dire que la population de Kétou remercie sincèrement le gouvernement pour avoir tapé à toutes les portes pour obtenir les moyens qu'il faut pour réaliser cette voie qui relie Kétou à Sabé. Ça nous a beaucoup fait plaisir, parce qu'il y a longtemps qu'on espérait cette voie-là. Depuis nos aïeux, je vais dire, et présentement, vraiment, on ne sait comment remercier le chef de l'État. On le remercie vraiment. On le remercie, il a essayé pour tout le Bénin. C'est quelqu'un à féliciter. Je remercie le président de la République parce qu'il y a des présidents qui l'ont déjà passé au Bénin, ils n'ont pas eu fait ça. C'est lui qui est arrivé, il nous a fait la promesse et ça a réalisé. Je suis en train de remercier le président, il a trop fait parce que c'est lui qui dit et fait. Il n'y a pas aucun président qui a touché ce voie-là. Je le remercie beaucoup. Fọlẹ́ iṣẹ́ takuntakun yìí ń ṣe àrọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ gùnú ṣẹ̀kẹ̀ ibi iṣẹ́ kẹ̀ kàbọ́lọ́ ẹ̀ dáadáa lẹ́ jẹ́ fún ojú oṣù kàtó níbi iṣẹ́ kẹ̀ ojú àjẹ́ kàtó ojú ológun kákò ní tó ẹ̀mí ẹ̀ gùn fún ni ibi ọ̀nàdúdé èyí ń bá ní fún ṣe é dáadáa lẹ́ẹ̀mẹ́ jẹ́ fún. Prenons à présent la direction de la Criette avec cette audience solennelle d'ouverture de la première session criminelle au titre de 2020-2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 2 dossiers sont à examiner au cours de cette session, Brice Ungbo et Firmin Bassao. La Cour! Le temps est ainsi donné pour l'ouverture de la première session criminelle au titre de l'année judiciaire 2020-2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une session au cours de laquelle la Chambre des juges de la Criette examinera 2 dossiers inscrits à son rôle. Elle va connaître des faits de faux et usage de faux en écriture publique et de détournement de deniers publics. 4 accusés sont appelés à comparaître à la barre. En ouvrant la session, le président de la Criette a prié les magistrats à tout faire pour rendre équitable chacun des 2 procès entrant dans le cadre de cette session. Nous avions tous juré de bien et fidèlement remplir nos fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, et de ne donner aucune consultation à titre privé, de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour ou du tribunal, et de nous conduire en tout en digne et loyal magistrat. Les piliers sous-tendant ce principe doivent être observés, fréquentés dans le cadre de la tenue de l'audience. 8 sessions criminelles, dont 4 pour le premier degré et 4 autres pour la Chambre des appels,
sont prévus pour se dérouler au cours de l'année judiciaire 2020-2021 à la Criette. Depuis le 27 août dernier, l'institution judiciaire a entamé sa 3e année de vie après avoir organisé 10 sessions criminelles dans son histoire. L'organisme international d'arrêt-aide a offert des bacs motorisés et leurs accessoires à 4 communes du Bénin ainsi qu'à la police fluviale. Cette donation intervient dans une série de dons lancés depuis un moment par cet organisme dans le cadre de son partenariat avec l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. Le point de la cérémonie du nouveau don, c'est avec Patrick Diosso et Louis Koudogo. Spéciale et symbolique coupure de ruban pour investir l'aire occupée par 5 bacs motorisés estampillés Direct Aid. L'Organisation internationale croatienne Direct Aid, une organisation à caractère humanitaire, social et de développement. Elle intervient dans la contribution à la réduction des risques de noyade dans les communes à haut risque d'inondation. Ce dont il est question ici, c'est l'accord de partenariat entre Direct Aid et l'ANPC. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale de protection civile, a mené plusieurs actions. Ces efforts louables du gouvernement n'ayant pas pu satisfaire tous les besoins, l'organisation Direct Aid a décidé encore une fois de venir en appui en faisant aujourd'hui un généreux don de 5 bacs motorisés et équipés de gilets de sauvetage, de boîtes à pharmacie et d'extincteurs aux communes d'Atiémé, de Zogodomé, de Wenhi, de Tchaourou et à la police fluviale de la police républicaine. Et ces dons-ci viennent après 9 bacs en 2019 et 3 déjà en 2020. Je voudrais donc témoigner toute la gratitude des bénéficiaires à l'endroit de l'Organisation internationale des retraites et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Je voudrais par la même occasion demander au nom de mes pairs que des formations soient organisées à l'endroit des acteurs locaux sur les gestes de premier secours et sur l'utilisation des accessoires qui accompagnent les bacs motorisés. Le ministère des Infrastructures et des Transports œuvre pour la modernisation. Entre autres initiatives, un projet de transport fluvial-lagunaire entre certaines communes est en cours d'étude et verra sous peu le jour pour le bonheur de nos concitoyens. En ma qualité de représentant du président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, il me plaît, au nom du gouvernement, de saisir la présente occasion pour exhorter toutes les ONG humanitaires, le secteur privé et les bonnes volontés à prendre l'exemple sur Direct Aid et à faire preuve de solidarité et de coproduction de la protection civile. Un appel qui n'est certainement pas tombé dans des oreilles de sourds, afin d'inviter à éviter à notre pays la douloureuse expérience d'une avalanche de noyades en cascade. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI du Bénin renforce ses liens de coopération avec le Burkina Faso, ceci à travers une signature d'accord. Le Bénin veut aller à l'école du Burkina Faso dans le domaine de la cybersécurité. Suivez le reportage, suivez donc respectueusement au micro de Accès d'ANSSI et Rodrigue Glondoumain, les directeurs de ces deux agences. Cette occasion dont on parle, c'est la signature d'un accord de partenariat, une convention en tout cas, entre les deux agences, l'ANSSI du Bénin et l'ANSSI du Burkina. Je dois dire pour la petite histoire que le Burkina a une avance dans le domaine de la cybersécurité. Ils ont très tôt été assez précurseurs. Donc déjà depuis 2013 et 2011, on a vu des initiatives sur le territoire burkinabé, avec la création d'un cercle national, d'une ANSSI et d'autres initiatives donc, qui nous ont même inspirés au Bénin quand on a démarré nos initiatives sur la cybersécurité. Donc c'est aujourd'hui avec fierté en tout cas qu'on est à leur côté pour justement démarrer une coopération
qui, je n'ai aucun doute, comme toutes les coopérations aujourd'hui sud-sud qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut voir, sont porteuses de beaucoup de promesses. Dans nos pays, quand on parle de coopération, généralement on a tendance à se tourner plus loin. Il y a des moments où on va chercher plus loin ce qui est à côté. Et pourquoi ne pas aussi profiter de l'expérience de nos frères du Bénin? C'est vrai, le Burkina a mis en place un CERT avant, depuis 2013. Mais aujourd'hui, quand on fait le point, il faut être humble, il faut le reconnaître, le Bénin est très avancé. Très avancé parce que avec les efforts qui ont été faits, avec la création de l'ANSI, avec tout ce qui a été fait au niveau du cadre juridique que vous avez mis en place, c'est-à-dire les lois, la réglementation et autres, avec les plateaux techniques déployés au niveau du Bénin, je pense qu'il ne faut pas être modeste. Le Bénin est une référence aussi dans la sous-région, en matière en tout cas de CERT, et il était important pour nous de s'approcher de l'ANSI Bénin et puis de voir comment ils ont fait pour pouvoir atteindre ces objectifs en si peu de temps. Donc je pense que c'est vraiment l'essence de ce protocole de coopération que j'aurai le plaisir de signer avec vous ce soir. Et nous espérons que ça va être le point de départ d'une riche et fructueuse coopération, parce que quand on parle de cybersécurité, on parle de partage d'informations. Donc, on parle de coopération et il faut qu'on mette le cadre en place. Alors, on voit ce nouveau projet pour accompagner le secteur du numérique et surtout améliorer la capacité des startups béninoises. Son nom, DigiBoost. Il a été lancé ce jeudi à Cotonou. Le point avec Rebecca Kinjaoudé et Ramatou Lawani. DigiBoost, un projet né pour renforcer et consolider l'écosystème du numérique au Bénin. Il se veut accompagnateur des startups et vise l'amélioration de l'environnement des affaires spécifiques au développement de l'économie numérique. Le projet est mis en œuvre par l'agence belge de développement Enabel. Le projet DigiBoost permettra, j'en suis persuadée, de professionnaliser les structures d'accompagnement qui devront offrir un paquet de services étoffés, adaptés et accessibles aux startups béninoises. Ces structures d'accompagnement vont consolider leur positionnement au sein de l'écosystème et vont s'ouvrir aux écosystèmes numériques à l'étranger afin d'améliorer la compétitivité des startups béninoises. 2,8 millions d'euros, soit 1,83 milliard de francs CFA injectés dans le projet DigiBoost. À l'œuvre, l'Union européenne, un financement qui entre dans le cadre du programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest sur le 11e FED 2014-2020. Je tiens également à signaler que cette initiative est en ligne avec les priorités du programme d'action gouvernementale, PAG, pour la période 2016-2021 au Bénin, et aussi avec les priorités globales de la Commission européenne dans la mise en œuvre de la coopération internationale. Le Bénin force particulièrement l'admiration des partenaires techniques et financiers dans le secteur du numérique ces dernières années. Grâce à DigiBoost, plusieurs startups béninoises vont pouvoir accéder plus facilement aux marchés nationaux et internationaux. Chers entrepreneurs numériques, vous êtes les inspirations de demain. Vous ouvrez pour les générations à venir un monde où tout est possible grâce aux innovations numériques. La démarche avant-gardiste dans laquelle vous vous inscrivez prouve à quel point notre pays, le Bénin, regorge de potentiel. Je me réjouis de voir l'engouement que suscite le secteur du numérique auprès de vous et encore plus de savoir que vous avez à votre disposition les ressources financières, techniques et humaines qui vous permettront de porter toujours plus haut les couleurs du Bénin grâce à des solutions innovantes et en cohérence avec la dynamique d'évolution de ce pays. La zone d'intervention du projet couvrira l'ensemble du territoire béninois, mais prendra en compte la concentration importante d'acteurs à Cotonou, à Abomey-Calavi et les communautés émergentes situées à Parakou et à Porto Novo. Et on prend la direction de l'université d'Abomey-Calavi. Lambert Aïtchéou est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi, option géosciences et aménagement de l'espace, développement du tourisme du littoral, segment béninois, donc Fige-Rosset à Goué. C'est le thème autour duquel il a axé ses travaux. Accès d'Ancy, Benjamin Denayon. Aucune complaisance de la part des membres du jury présents à cette soutenance de thèse.
À l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi, des universitaires sculptent un document et font des observations. En termes de sémiologie graphique, vous avez pêché en mettant la couleur verte sur la ville de Cotonou. Les habitations, ce qu'on appelle les établissements humains, toujours en rouge. Lambert Aïtchéou est l'impétrant du jour. Dans le fond comme dans la forme, ces travaux de recherche sont vus à la loupe et au final, un sourire se dessine sur les lèvres de tous. Le jury trouve que votre thèse est recevable à l'unanimité, avec la mention très honorable, plus les félicitations du jury à l'unanimité. Docteur de l'université d'Abomey-Calavi, Lambert a axé ses recherches sur le développement touristique du littoral béninois, segment Fidjrosé-Agoué. Pendant une demi-heure, il a su se défendre et intégrer le cercle des docteurs en géosciences et aménagement de l'espace. Le tourisme, comme vous pouvez le constater, c'est l'activité économique la plus importante du monde aujourd'hui et qui intéresse la plupart des pays en voie de développement, dont le Bénin, notre pays qui a quand même des potentialités touristiques importantes qu'il faut valoriser. Donc si on a vu que depuis un certain nombre d'années, les gouvernements sont conscients de cette affaire et ils ont commencé à initier des stratégies, des projets pour développer le tourisme. On ne peut pas fonder l'activité touristique uniquement sur les étrangers. Les étrangers qui viennent, il y en a qui viennent pour faire du tourisme d'affaires. Pour faire du tourisme de loisirs, c'est rare. Les distances, les complications de déplacement, surtout actuellement avec cette pandémie-là qui tue le monde entier. Il a fallu 5 ans de recherche et de travail acharné pour que ce quinquagénaire en arrive là. Ces travaux aideront les gouvernants dans leur politique de valorisation du tourisme au Bénin. Depuis bientôt 5 ans, l'entreprise chinoise Huawei accompagne le gouvernement béninois dans le secteur du numérique à travers son programme Graines du futur. Les étudiants de la 5e promotion dûment sélectionnés sont actuellement en formation au Learning Lab du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. Marcela Rossi nous en parle. Graines du futur ou graines de l'avenir. Depuis environ 5 ans, elles sont semées au Bénin par Huawei, innovateur et fournisseur de solutions de télécommunications avec des atouts complets ou presque depuis 30 ans déjà. Pour cette entreprise, c'est déjà une habitude de soutenir les objectifs du gouvernement, notamment ceux qui touchent à la formation des jeunes. Des choses importantes se passent ici. J'ai eu l'occasion de venir voir comment cela se déroule et c'est vraiment très encourageant ce qui en ressort. Donc à chaque fois que les participants ressortent de cette salle, on voit que quelque chose a changé dans ce qu'ils savent et dans ce qu'ils savent faire. Parce que pour nous, le savoir-faire est important. Il s'agit de la formation professionnelle, de la formation technique, non plus théorique. Nous voulons dépasser ce cap. Pour l'avenir, Huawei veut améliorer la croissance de ces jeunes attachés au développement d'éthique. Allant de la cybersécurité à la transformation numérique, ils reçoivent et recevront des experts qui partageront leurs connaissances sur une large gamme de sujets. Nous sommes très sûrs que ce programme vous permettra de grandir de la graine à la plante qui portera son fruit pour le monde numérique du Bénin. Je crois fermement que dans les années à venir, ce programme deviendra une expérience inoubliable et importante pour nous tous. Ces nouvelles graines n'auront malheureusement pas la chance de découvrir le sol chinois comme les précédentes promotions, coronavirus oblige, mais elles pourront rencontrer la culture chinoise de façon virtuelle. L'actualité hors de nos frontières, on prend la direction du Ghana. L'ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, est décédé dans la matinée de ce jeudi 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire de Kolbo, dans la capitale Accra. Il avait 73 ans. Selon la presse ghanéenne qui confirme cette information, l'ancien président avait été admis dans cet hôpital depuis environ une semaine après avoir contracté la COVID-19.
L'actualité Le interne. président ivoirien Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat controversé, et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, ont brisé la glace lors de leur rencontre mercredi à Abidjan, destinée à apaiser les violences électorales meurtrières en Côte d'Ivoire. C'était la première rencontre entre les deux hommes rivaux depuis 30 ans sur la scène politique ivoirienne, depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, boycottée par l'opposition qui n'en reconnaît pas les résultats. Nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. La paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens, et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi, a assuré le président Ouattara. Alors que la Côte d'Ivoire est secouée depuis 3 mois par des violences électorales qui ont fait 85 morts et près de 500 blessés. Au Sénégal, les écoles ont rouvert ce jeudi après des mois de fermeture en raison de la pandémie du coronavirus. 4 millions d'élèves du primaire au secondaire devraient reprendre les cours ce matin. Les autorités assurent que masques et gel hydroalcoolique seront acheminés dans toutes les écoles du pays. Par exemple, élèves, parents et professeurs se sont rendus au lycée Ousmane Sembène dans le quartier populaire de Yoff à Dakar. Je suis contente. Je viens à l'école, je retrouve mes camarades. C'est vraiment un honneur pour moi. Et nous venons à l'école dans les conditions favorables. Vous voyez, nous portons nos masques et tout. Avec les lacunes de l'année dernière que les élèves traînent, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas pu terminer du tout les programmes, et le retard dans l'ouverture, pour moi, cette année-là, il faudra en faire 2 fois le travail que l'on faisait dans les autres années, pour pouvoir rattraper ce gap-là, vraiment. Direction les États-Unis où Joe Biden a choisi Ron Klein, un démocrate chevronné, pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche, a dit le président élu américain dans un communiqué annonçant sa toute première nomination. Ron a été d'une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble, a déclaré M. Biden à propos de cet homme de 59 ans qui était son chef de cabinet lorsqu'il était vice-président. L'expérience longue et diversifiée de Ron Klein et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison-Blanche, alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays, a ajouté le président élu. Ce même jeudi, le Conseil législatif Parlement de Hong Kong s'est réuni sans aucun élu pro-démocrate au lendemain de leur démission, un bloc qui a transformé cette assemblée en un rassemblement de députés acquis à la cause de Pékin, tandis que le régime communiste rejetait les critiques en provenance de l'Occident. Fin de ce journal, vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci à vous tous qui nous regardez, notamment à Djougou Pantrosi dans la Liboris, dans la commune de Gogounou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.